Bonjour, merci de votre invitation. Je vais voir si ça marche. Super. Alors d'abord, pas de conflit d'intérêt, si ce n'est que le thème de la présentation commence à me concerner très directement. Ça commence par quoi? Ça commence par les artères, le retentissement cardiovasculaire du vieillissement. Je ne vais pas reprendre toutes les choses classiques. La prévalence des pathologies cardiovasculaires selon l'âge, c'est une courbe exponentielle. Ça, c'est un élément important parce que la cardiologie, elle s'enseigne sur des études avec des cohortes de gens d'âge moyen 60 ans, quand l'âge moyen de chacune des pathologies est aux alentours de 78 ans. Donc, il y a un petit problème de décalage entre les deux. Ça commence avec le vieillissement vasculaire. Vous avez ici une aorte de jeune, et il suffit de voir là, l'allongement, les sinusoïtés, etc. Mais ça n'est pas que ça. Voilà, le vieillissement des artères, c'est beaucoup la matrice extracellulaire. Et vous voyez dessus les fibres d'élastine qui sont rompues chez le sujet âgé, qui sont fragmentées, et puis surtout qui sont remplacées par du collagène. Et ce collagène, il a en plus une caractéristique, c'est qu'il est plus rigide avec le vieillissement que chez les gens jeunes. Ça s'appelle le cross-linking, la formation de ponts entre les différentes fibres de collagène. Et ça se voit, ce cross-linking augmenté, ça se voit chez le sujet âgé et, comme par hasard, chez les diabétiques, dont on sait qu'ils vieillissent prématurément. Voilà, alors la conséquence de ça, c'est que ça va rigidifier considérablement les artères. Et vous avez ici un très vieux travail, mais très intéressant, qui montre la variation de volume de l'aorte abdominale en fonction de la pression qu'on exerce à l'intérieur. Et vous voyez que chez un jeune, les aortes sont très expansives. Elles jouent parfaitement leur rôle de capter le sang pendant la systole pour le rendre en diastole pour le rendre en périphérie en diastole. Et vous avez cette énorme dilatation chez les gens de 20 à 35 ans. Voilà les gens de 70 à 80 ans. La pression va monter beaucoup sans pouvoir pour autant dilater l'artère. Et donc on a du coup la pression pulsée qui est augmentée et la pression diastolique qui est abaissée. Alors, le vieillissement maintenant cardiaque, c'est l'hypertrophie secondaire à l'augmentation de la post-charge du système artériel. Alors je passe sur l'onde de pouls, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que cette rigidité artérielle et le fait que ça entraîne une hypertension artérielle systolique représentent en plus, pour le myocarde ventriculaire gauche, une augmentation de travail considérable. Le travail du VG, le work, le LV load, est considérablement augmenté. Donc il a plus de travail au repos déjà qu'un cœur de jeune. Et quand il y a une surcharge de pression, comme on va le voir sur une ou deux diapos d'expérimental, mais on va passer vite après, c'est que quand il y a une surcharge de pression, ça entraîne une fibrose. La surcharge de pression dans les artères, tout à l'heure, on a bien vu le collagène. Cette fibrose, la voilà. Ici, vous avez un animal jeune, et là, un animal âgé, c'est des coupes de myocarde qui sont colorées. Et ce que vous avez en rouge, c'est le collagène. Et il y a un rapport de 1 à 5. Il y a plus 400% d'augmentation du collagène dans des cœurs d'animaux âgés non hypertendus, en dehors même de l'HTA. Donc c'est un phénomène vraiment de vieillissement. Le sujet âgé sédentaire, il va donc avoir un risque d'élévation de la pression diastolique du ventricule gauche au remplissage ou à l'effort. Et ça, c'est démontré, parce que vous avez ici, du coup là c'est chez l'homme, c'est plus chez l'animal, vous avez les courbes pression-volume. Alors là, c'est la pression capillaire, ce n'est pas la pression dans le ventricule gauche, mais c'est presque la même chose. Donc, vous avez les courbes pression-volume au remplissage du VG chez des jeunes athlètes, chez des seniors sédentaires, et on verra tout à l'heure chez des seniors actifs et avec une activité physique importante. Et ce que l'on voit, c'est que la courbe pression-volume du jeune, elle est normale, c'est-à-dire qu'ils vont augmenter leur volume sans exploser leur pression capillaire, tandis que chez les seniors sédentaires, très vite, la pression capillaire monte. Et donc, ça veut dire que lorsqu'ils vont faire un effort modéré, ils vont avoir une intolérance à l'effort, ils vont avoir la dyspnée d'effort, et on va retrouver aussi une élévation possible du BNP modéré. On va retrouver des stigmates que l'on voit fréquemment chez les sujets âgés et qui sont peut-être le prélude, comme on va le voir, au FPF, à l'instance cardiaque à FE préservé.
Alors vous allez me dire, c'est la même chose, c'est beaucoup de gens âgés, le FPF. Mais là, il s'agit de gens qui sont sains, qui n'ont pas d'insuffisance cardiaque. Le fait d'être âgé induit déjà une sorte d'état préliminaire au FPF. Là, vous avez le senior sportif et... Excusez-moi. Je ne sais pas comment on revient en arrière. Mais... Voilà. Donc, le senior sportif, où on retrouve ici le fait qu'il a une compliance qui est proche de celle du jeune. Donc, l'activité physique chez les gens âgés peut préserver de l'installation de paramètres favorables à l'insuffisance cardiaque à FE préservée. Alors maintenant, si on regarde l'insuffisance cardiaque à FE préservée, on a des biopsies chez des gens ayant fait des biopsies myocardiques, et ce que l'on voit, c'est exactement la même chose, c'est-à-dire voilà le contrôle et voilà l'insuffisance cardiaque à FE préservée. Vous voyez en rouge cette fois-ci, en rouge rosé, la fibrose qui est beaucoup plus grande, elle est multipliée par 3, et avec là aussi un cross-linking multiplié par 2 et donc plus rigide. Donc vous voyez qu'il y a vraiment des liens très, très proches entre les deux physiopathologies, entre guillemets, du vieillissement cardiaque. Le mécanisme qui est commun, donc ça sera la seule diapo, je crois, d'expérimental, ou une des deux, le mécanisme commun, c'est que la surcharge de pression, elle induit et inflammation et fibrose myocardique, les deux en même temps. Et vous avez l'illustration ici, donc là c'est des animaux chez qui on a fait, pour certains, une sténose aortique, donc ici des animaux chams, donc qui n'ont pas eu la sténose aortique. Là, ils ont la sténose aortique, donc c'est une surcharge de pression. Et à côté, pour voir la surcharge de volume avec un shunt. Et ce que l'on voit, c'est que la sténose aortique, surcharge de pression du VG, induit une fibrose très importante, la voilà ici, alors que la surcharge de volume n'induit rien au niveau du myocarde. Et au niveau de l'inflammation, il y a une explosion des cellules de l'inflammation dans le myocarde des animaux soumis à une surcharge de pression. Et le sujet âgé, il a une surcharge de pression de facto. Maintenant, si on regarde la fonction VG avec l'âge, alors bien sûr les FE, le remodelage, tout ça, c'est très classique, on va passer vite dessus, mais la FE, elle est normale, voire même élevée sur des petits ventricules gauche avec le remodelage, qui accompagne le vieillissement, mais ça, c'est intéressant, c'est qu'on a montré que le strain longitudinal, le SLG global, diminue avec l'âge. Vous avez ici, en fonction de l'âge, le SLG, alors il y a les hommes et les femmes, les hommes sont en noir et les femmes en rouge, et vous voyez que c'est en même temps compensé par le strain circonférentiel. Il y a aussi une diminution de prime. Ce qui est intéressant, c'est que c'est exactement le même profil de modification que l'on observe dans le FPEPS lorsqu'ils sont à l'état d'équilibre. À côté de ça, il y a l'athérome coronaire qui est plus fréquent, qui est plus diffus et qui va exposer à une vulnérabilité plus grande. Cet athérome coronaire, eh bien, le problème, c'est qu'il y a entre 50 et 70% des gens de plus de 80 ans qui, à l'autopsie, ont des sténoses coronaires, alors même qu'une partie d'entre eux n'est pas connue pour être coronarien. Ceci explique qu'on ait des syndromes coronariens aigus au cours d'infections bronchiques, au cours d'interventions chirurgicales, etc., qu'on n'a pas vu venir chez des gens qui n'étaient pas connus pour être coronariens. Accessoirement, les lésions sont plus sévères chez les gens âgés, bien sûr, que chez les gens jeunes. Vous rajoutez à ça la diminution des bêta-récepteurs, la désensibilisation à la bêta-stimulation, etc. Mais même anatomiquement, vous avez ça, c'est-à-dire voilà le nœud sinusal, et vous voyez que le nœud sinusal, ici d'un sujet jeune, il est riche en cellules, ici c'est remplacé par du collagène, d'où les dysfonctions sinusales, les bradycardies, les maladies de l'oreillette, comme ici, avec donc au cours de l'épreuve d'effort chez les gens de plus de 80 ans, un risque augmenté de troubles du rythme. Et donc, il va falloir, au cours des épreuves d'effort et de la réadaptation, bien sûr, tenir compte de cet élément s'ils avaient déjà des antécédents de troubles du rythme à très haut. La réponse cardiovasculaire à l'effort du sujet âgé, là aussi, il y a des éléments intéressants, mais que vous connaissez bien mieux que moi. Et on va commencer, bien sûr, par la fréquence cardiaque, et vous avez donc les courbes. Vous avez en pointillé les jeunes et en très plein les sujets plus âgés, entre 60 et 82 ans, donc ce n'est pas le très jeune contre le sujet âgé, c'est l'homme mûr, le passage de 60 à 80 ans en quelque sorte. On voit que la fraction d'éjection qui est normale chez les sujets âgés comme chez les sujets jeunes, ce sont des gens sains, ils peuvent être hypertendus, mais ils ne sont pas insuffisants cardiaques, eh bien, ils n'ont pas d'histoire d'insuffisance cardiaque. On voit que la fraction d'éjection augmente chez le sujet jeune, alors qu'elle augmente peu chez le sujet âgé en plateau. Et puis surtout, on va voir que le volume
télédiastolique du ventricule gauche n'augmente pas, et est beaucoup plus petit que chez les sujets jeunes, c'est le remodelage, c'est les petits VG des sujets âgés. Et un autre élément important, c'est que l'index cardiaque monte peu. Vous voyez que le sujet jeune, il monte linéairement son débit cardiaque au cours de l'effort, tandis que le sujet âgé, ça monte, mais moins, entre autres parce que la fréquence cardiaque est aussi bridée. Qu'est-ce qu'on peut dire encore? Eh bien, ça, c'est je pense, une donnée intéressante qui explique encore le rapprochement qu'il y a entre l'insuffisance cardiaque à FE préservé et le vieillissement, entre guillemets, physiologique du cœur des gens âgés. Vous voyez ici la pression artérielle pulmonaire donc mesurée chez des gens de tranches d'âge différentes, au repos, et puis au cours d'une manœuvre de levée des jambes qui représente un remplissage, un retour veineux augmenté. Donc un remplissage et donc une surcharge du cœur de ces gens jeunes, en vert, et âge moyen, et puis âgés encore 60-80 ans. Qu'est-ce qu'on voit? C'est que la pression artérielle pulmonaire moyenne, elle augmente très franchement avec... Alors elle augmente toujours avec l'équivalent d'un effort ou d'un remplissage, mais vous voyez que chez les gens de 60-80 ans, elle augmente de façon significativement plus importante que chez les gens moins âgés. Donc, la tolérance à l'effort, on explique qu'elle soit nettement diminuée. Il peut y avoir une dyspnée d'effort, il peut même y avoir une congestion à minima au cours d'efforts chez les gens très âgés, et ceci peut expliquer l'élévation de BNP discrète qu'on a en moyenne chez les gens passés un certain âge. Il y a peut-être déjà les prémices d'une insuffisance cardiaque à FE préservée. Chez le sujet âgé, d'ailleurs, à FEVG normal, sans antécédent d'insuffisance cardiaque, quand on prend le taux de BNP de ces gens âgés et qu'on en fait des quartiles, eh bien, on voit que ceux qui ont un BNP bas et une FE normale ont une survie excellente. Ceux qui ont un NT-proBNP discrètement élevé, qui est encore dans les valeurs normales ou subnormales, mais dans le dernier quartile, avec une FEVG normale, eh bien, ils vont avoir une espérance de vie qui va être diminuée et vont se situer là. Voilà, donc le BNP est un marqueur de l'évolution, de l'apparition d'une insuffisance cardiaque, de l'incidence de l'insuffisance cardiaque. Maintenant, à tout ça, il faut rajouter qu'il y a la fragilité. Donc on a parlé du sujet âgé. Maintenant, le sujet âgé fragile, bon, là aussi c'est une notion qu'on a beaucoup intégrée maintenant. Il y a un impact très net sur la survie du cardiaque âgé. Alors vous connaissez l'étude Frail-HF, et dans cette étude, il y a 450 insuffisants cardiaques de plus de 70 ans. Ce qui est intéressant, c'est que c'est 80 ans en moyenne, donc c'est vraiment la population qu'on est amené à voir. On voit que les 3/4 avaient un diagnostic de fragilité sur les critères de Fried qui sont très simples. C'est la perte de poids, c'est la fatigue, c'est la diminution de l'activité physique, c'est la diminution de la masse musculaire. La mortalité chez les fragiles, elle est de 25% versus les non fragiles, pour la même insuffisance cardiaque. Donc ça, c'est le cardiaque âgé. La fragilité aggrave le pronostic de l'insuffisance cardiaque. Mais il y a une deuxième fragilité. Le sujet âgé est soumis à deux fragilités au niveau cardiaque. C'est qu'il y a une fragilité intrinsèque. On a vu qu'il y avait de la fibrose, on a vu que les vaisseaux coronaires n'étaient pas les mêmes, etc. Eh bien, il y a une vulnérabilité au stress ischémique, au stress d'une poussée hypertensive, au stress de l'infection bronchopulmonaire, qui va expliquer des défaillances cardiaques à FE normales beaucoup plus fréquentes que chez le sujet moins âgé. Là, par exemple, c'est chez des animaux jeunes et sénescents, chez lesquels il n'y a pas d'hypertension artérielle, il n'y a pas de lésion coronaire. Impossible, même aux très grands âges. Et qu'est-ce que l'on voit? On applique une ischémie modérée. Et là, c'est la réponse en termes de force contractile développée par le cœur que vous avez, suivant qu'ils sont jeunes. Alors bien sûr qu'on perd de la force, jusqu'à 50% de la valeur initiale, et puis 3 heures d'ischémie, on reste à ce plateau. Regardez ce qui se passe chez les cœurs âgés. Vous voyez l'effondrement de la force contractile, pratiquement, c'est entre 0 et 10%, et ça reste comme ça. Donc ça n'est pas du tout la même réponse au même taux d'ischémie. Enfin, pour finir, eh bien, c'est que derrière tout ça, l'activité physique, elle est utile chez les gens âgés. Là, vous avez des gens âgés chez qui on a une activité physique régulière. Là, c'est pareil, on a fait des quartiles d'activité physique. Eh bien, l'incidence, le taux de survenue d'une insuffisance cardiaque dans les années qui suivent
n'est pas le même suivant qu'il s'agit de gens âgés avec une activité physique très modeste ou bien une activité physique importante. Voilà la courbe de mortalité des sédentaires, voilà la courbe de mortalité des gens d'un âge moyen de 76 ans suivi 10 ans. Donc ça veut dire que le gros des patients, eh ben, on les a suivis jusqu'à 85 ans, ce qui est déjà pas mal. Voilà, alors pour finir, ce qu'on peut en retenir, c'est bien sûr la rigidité artérielle qui commence un petit peu tout, l'HTA systolique, et le retentissement avec le travail cardiaque augmenté. Mais il y a aussi la deuxième partie qui est la fibrose, celle-là qui vient même indépendamment de l'hypertension artérielle systolique et qui va altérer considérablement le remplissage et la compliance du ventricule gauche d'une façon qui ressemble au FPEF. La fraction d'éjection VG, elle est haute, mais il y a déjà des petits signes d'atteinte de la fonction systolique avec le strain longitudinal. Alors après, on pourrait détailler la torsion du VG au cours de la... C'est pareil, et pas la même chez les gens âgés que chez les gens jeunes, etc. Mais ce qui est important, c'est que l'hémodynamique à l'effort est altérée pour toutes ces raisons et que la pression pulmonaire augmente nettement au cours de l'effort avec un index cardiaque qui stagne, rappelez-vous. Donc la capacité d'effort, elle est nettement diminuée et on peut aboutir à des signes d'insuffisance cardiaque à l'effort, à minima. Le sujet 5 a un BNP un peu élevé. Il a une incidence d'insuffisance cardiaque augmentée, donc ça vaut la peine peut-être de doser quand même le NT-proBNP vers 70-75 ans pour avoir une prise en charge d'adaptation, de réadaptation, etc., d'activité physique plus adaptée. Et là, il faut rajouter la vulnérabilité au stress physique avec un impact particulièrement important de la fragilité chez nos cardiaques âgés. Au terme de tout ça, il y a une similitude assez marquée entre les anomalies cardiaques structurelles et fonctionnelles observées dans le cœur âgé en dehors de toute insuffisance cardiaque et ce qu'on observe lorsqu'on étudie les insuffisances cardiaques à effet préservé. Donc il y a probablement un continuum. Ce n'est pas pour rien que c'est le FPF des gens âgés. Dernière diapo. La diminution d'activité physique, la perte musculaire sont une perte d'autonomie et une espérance de vie raccourcie. Donc là, vous allez, avoir un rôle fondamental pour rétablir de l'autonomie chez les gens âgés. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que même chez les sédentaires qui reprennent une activité physique, qui passent de unfit à fit, eh bien, il y a une récupération de compliance VG. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure dans l'étude de Harbab-Zadeh. Enfin, l'activité physique régulière chez les plus de 70 ans, c'est que des bénéfices. Ça va même en expérimental sur la longueur des télomères, hein, qui est plus élevée chez les gens âgés qui font du sport que chez les autres. Un petit mot de prudence derrière tout ça, c'est que les gens âgés, il ne faut pas perdre de vue non plus qu'il peut y avoir des complications, l'intolérance à l'effort, les poussées hypertensives, attention à l'anévrisme de l'aorte, attention aux troubles du rythme atriaux, s'ils sont connus, et puis attention à l'amylose. Voilà, parce que peut-être que l'amylose, je ne sais pas s'il a besoin ou pas de faire des efforts importants. Voilà, c'est fini.